poursuivre ensemble avec un moment important. Ensemble, Bénédicte. Effectivement, un petit moment tous les deux. Et Philippe, je vais te demander du coup d'enlever ta casquette d'animateur. Je viens un peu de nous démarrer là. Bah ouais, c'est comme ça. Tu sais, il faut être agile avec la jeunesse. Et de prendre ton costume de conférencier. Parce que effectivement, pour la 8e année, enfin pas pour la 8e année, pour la 8e fois consécutive, nous venons d'éditer notre baromètre que nous faisons chaque année avec le CIC et Opinionway, un baromètre sur la perception de l'entrepreneuriat par les lycéens professionnels et les étudiants. Tous les résultats sont sur notre site, pour ceux qui seraient intéressés. Et Philippe, tu as étudié ce baromètre. Et nous allons explorer ensemble justement quelques sujets sur lesquels nous aimerions avoir ton avis, ton étonnement. Alors la première chose, c'est qu'un jeune sur deux estime que l'entrepreneuriat est la meilleure solution pour avoir un emploi et 41% envisagent même d'entreprendre, contre 45% en 2019. Donc on voit même bien que malgré le contexte, ils veulent le faire, ils continuent à être motivés pour entreprendre. Et parmi eux, 74% veulent le faire avant 30 ans. C'est 17 points de plus qu'en 2009. Donc les jeunes, de plus en plus, vont vers l'entrepreneuriat, même s'ils considèrent toujours que c'est difficile. Alors finalement, on dit tisane chaque canapé, la jeune génération, pas tant que ça. Pas du tout comme ça. Non, mais franchement, ce sont globalement que des bonnes nouvelles. Et par contre, je pense que ça traduit quand même, en fait, ces chiffres traduisent quand même une forme d'inquiétude face à l'avenir. Et notamment, je trouve, par rapport à une forme d'inquiétude de trouver le job de leur rêve, ce qui est un truc intéressant, quitte à préférer le construire, en fait. En fait, ils illustrent, à mon avis, probablement une forme de défiance à l'égard du travail, non pas le travail en soi, mais le travail dans un certain type d'entreprise dont peut-être les valeurs et le fonctionnement hiérarchique ne correspondent plus vraiment à leurs attentes, en fait. Et je pense aussi, puisque tu m'as permis des commentaires tous azimuts, que c'est sans doute un peu accéléré aussi par cette crise sociale qu'on vient de vivre, parce que je suis désolé, mais quand pendant 3 mois, on a entendu qu'on va en prendre pour 2 ans de plus, comme une peine de prison, ça donne pas vraiment envie, en fait, d'y entrer. Et je pense que ça peut expliquer pourquoi, effectivement, il y a cette espèce d'envie d'entreprendre malgré une forme d'adversité. Ce qui est rassurant, comme tu le disais, c'est que même si c'est perçu comme un tout petit peu plus difficile qu'avant, ça décourage personne. Et tu l'as rappelé, 70% veulent entreprendre avant 30 ans, ce qui est juste génial. Donc, 74. Donc pour moi, que des bonnes nouvelles là-dessus. Super. Alors un autre point marquant, c'est l'évolution des caractéristiques de l'entrepreneur. Je vais respirer. C'est ce qui peut être effectivement la conséquence directe de la situation économique actuelle. Jusque-là, le passionné et le leader étaient très très hauts et ils ont perdu respectivement 4 et 6 points au profit du preneur de risque. Donc on considère plus que l'entrepreneur est un preneur de risque. Mais à l'inverse, c'est un preneur de risque, mais à l'inverse, on a moins le sentiment qu'il prend de grandes responsabilités. Ça a chuté de 8 points. Comment on peut expliquer des choses pareilles ? Alors d'abord, prise de risque, il faut quand même savoir, enfin, tout le monde dans la salle le sait, tous les entrepreneurs de la salle le savent, ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui pensent ou qui craignent qu'il faille en prendre plus qu'avant, moi j'ai quand même envie de leur rappeler un truc, c'est peut-être un peu ma culture nord-américaine, mais que prendre un risque en anglais se dit take a chance, c'est-à-dire saisir sa chance. Et je pense que les mots sont importants et que quand on se met dans une attitude, un mindset de saisir sa chance, ça permet quand même d'affronter l'adversité extrêmement différemment. Et je te rappelle aussi que si on s'intéresse, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui essentiellement à l'entrepreneuriat des jeunes, voire des très jeunes, parce qu'y compris ceux qui entreprennent pendant qu'ils sont étudiants, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Et 2, l'effet de l'expérience peut être tellement bien revendu qu'il y a globalement que du bonheur à entreprendre, même jeune. Par contre, tu sais, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est par rapport à cette prise de risque, cette espèce de peur française. Moi, j'ai fait, ils vont se marrer les jeunes parce qu'il y a bien plus que c'était, c'est la coopération. Tu sais, ça consistait à remplacer son service militaire. J'ai fait ça aux États-Unis pendant 2 ans. J'étais fasciné quand je passais devant une école américaine, de la mère de famille américaine au début de la scolarité, qui dit à leurs gamins « enjoy » ou « go and have fun ». J'ai un souvenir que dans certaines écoles parisiennes, les mères de famille disent « fais attention, touche à rien par la personne ». Donc culturellement, c'est extrêmement différent. Et je trouve que ça n'entraîne pas forcément un sens du risque et qu'effectivement, ces entrepreneurs français, ils osent malgré tout, alors que ce pays ne les y prépare pas toujours. Je te rappelle quand même qu'on est le seul pays qui a mis dans sa constitution le principe de précaution. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de dire un peu « fais attention tout le temps ». Mais d'une façon générale, je profite quand même pour faire un topo qui est important pour moi sur le langage, parce que je pense qu'effectivement, l'entrepreneur français, il doit se méfier des gens toxiques. Tu sais, je pense que les gens toxiques, il faut les éliminer. Alors, j'entends pas physiquement, mais je pense qu'il faut les éliminer de nos environnements chaque fois qu'on le peut, que ce soit l'environnement personnel ou professionnel, parce que s'ils te disent, tu connais, tous les entrepreneurs le savent, c'est ceux qui disent bon courage le matin. Tu sais que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage, mais il n'y avait pas que ça dans le bouquin. Il y avait ça ne marchera jamais, on a toujours fait comme ça, c'était mieux avant, pourvu qu'il ne m'arrive rien. Donc je pense qu'effectivement, il faut justement arriver à éliminer un petit peu ce discours toxique pour éliminer la peur d'avancer.
Ce qui m'ennuie davantage dans les chiffres que tu évoques, c'est que la passion et le leadership sont perçus comme un petit peu en retrait, alors que franchement, vous savez, moi j'ai passé 10 années les plus passionnément difficiles de ma vie à construire Columbus Café et à la développer, cette entreprise qui est aujourd'hui une chaîne de café qui a quelques 200-300 points de vente. Mais il y a un truc qui était génial, c'est qu'en fait, je bossais 80 heures par semaine, j'en suis pas spécialement fier, mais je n'étais jamais fatigué en fait. Et j'ai compris un truc, c'est pour ça que je dis que la passion, ça fait partie des qualités prioritaires de l'entrepreneur, c'est que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui use n'importe qui en fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on dise à tous ceux qui craignent de travailler beaucoup. Et le leadership, c'est autre chose. C'est intéressant parce que un jour, quelqu'un m'a demandé quelle était ma définition du manager et du leader. J'en ai pas, mais j'essaie de réfléchir 2 secondes. Et je me suis dit, au fond, un manager, c'est quelqu'un qui a un patron, qui lui donne une équipe, des moyens et des objectifs. Bon, pour atteindre ces objectifs. C'est fastoche. Ce qui est intéressant, la différence, c'est qu'il tient sa légitimité, en fait, de son boss. Et le leader, en fait, et c'est pour ça qu'à mon avis, le leadership est à ce point important, moi je le vois plus comme un homme ou une femme porteur d'un projet partagé, qui a pour ambition, en fait, de faire grandir et de faire s'épanouir ses équipes, finalement, pour réaliser un grand rêve ensemble, en fait. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que celui-là, il tient sa légitimité de son équipe. Et à l'heure de ChatGPT, et à l'heure notamment de toute la tech qui envahit en fait notre façon de fonctionner, eh ben, il va faire appel de plus en plus à ses soft skills, c'est-à-dire la passion, l'enthousiasme, l'empathie, la bienveillance, la curiosité, la capacité à faire bosser ensemble des gens. C'est la raison pour laquelle j'espère que le leadership et la passion vont remonter dans les valeurs pour le prochain baromètre. Vont remonter, on va s'attacher à ce que ce soit le cas. Merci Philippe. On va maintenant parler des enjeux sur lesquels ils vont agir. Alors, sans surprise, l'écologie caracole en tête de classement, ça emporte tout, et quelque part heureusement, hein, mais à égalité avec la qualité de vie au travail, l'égalité homme-femme et l'égalité des chances. Mais en bas du classement, et ça nous questionne, l'inclusion, le handicap, la dépendance, la discrimination raciale. C'est quelque part quelque chose qui mérite aussi qu'on s'y intéresse pourtant. Et tu soulignes aussi le paradoxe de vouloir sauver la planète et de mettre en dernière position la frugalité comme une valeur à promouvoir dans son entreprise. Oui, en fait, on ne peut pas être surpris qu'une génération éco-anxieuse qui n'a plus envie de faire d'enfants n'ait pas envie de porter ce projet merveilleux que de sauver la planète. Donc ça ne m'a pas du tout étonné. En revanche, je suis plus surpris des chiffres sur la qualité de vie parce qu'en fait, ils font partie des critères de... Enfin, je ne suis pas surpris sur les critères de qualité de vie parce qu'ils font partie des critères de choix prioritaires aujourd'hui des jeunes générations. Et c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je suis un fan de qualité de service. Aujourd'hui, les nouveaux clients, c'est les salariés, en fait. Ils se comportent comme des salariés, et notamment ces jeunes générations qui te disent « moi je veux le job comme je le veux, quand je le veux, j'ai pas envie de bosser le samedi, je veux que ce soit du télétravail ». En fait, ils nous choisissent et ils vous disent « si tu ne te plies pas à mes exigences, je créerai mon job ou je le trouverai ailleurs ». Ça impose un changement de management phénoménal. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on doit adapter, on doit customiser en fait, son management pour attirer des gens et à traiter chacun d'eux comme s'il était unique. Je trouve ça passionnant, mais c'est un formidable défi en fait, de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne en fait le paradoxe de sauver la planète, tu sais, c'est un peu le problème qu'on a tous. On est tous successivement citoyens, contribuables, clients, entrepreneurs, écologistes, pollueurs. Et on est malheureusement dans un monde où on va devoir faire des choix très souvent contradictoires. Et ce n'est pas toujours simple, mais je pense qu'on est ce qu'on consomme. Et là, on a un rôle fondamental à jouer. Donc c'est normal, la vie est compliquée. C'est normal, la vie est compliquée. Effectivement, il paraît que même ça s'arrête le jour où on meurt. Ça sera vachement plus simple, donc à savoir ce qu'on souhaite. Une dernière réaction, Philippe, que je pose à l'auteur, cette fois-ci, de Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Ah oui. Les personnes interviewées rendent compte d'une vision de l'avenir peu positive. Donc ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont été interrogés. Leur vision du monde en général s'est vraiment modifiée négativement à cause de la crise sanitaire, de ses conséquences, de leurs aspirations futures. Tout en considérant quand même que l'entrepreneuriat est un moyen de changer l'économie. 74% sont d'accord avec cette déclaration-là. Donc il y a de l'espoir, il n'y en a plus. Mais si, non, bien sûr que si. Tu parles de ce bouquin. J'écris des bouquins quand je suis énervé, je suis souvent énervé, ou quand il se passe un truc que je ne comprends pas bien. Et en fait, rappelle-toi ce qui s'est passé le 15 mars 2020. Quand Macron nous a rendus japonais, c'est-à-dire disciplinés, il nous a dit tu restes chez toi, on est resté chez nous. Donc qu'est-ce que tu as fait comme moi? On a regardé Netflix pendant un mois. Non, moi j'ai bossé. Et puis à un moment, tu as bossé, mais moi aussi je m'y suis remis très vite, mais en gros on a commencé par regarder Netflix. Puis à un moment je me suis dit mais il est en train de nous arriver un truc de dingue. Et puis pendant un mois, 2 mois, plein de choses me sont passées en tête. Et effectivement, j'ai écrit ce livre en me disant quels vont être les challenges de ce fameux, ce qu'on appelait, rappelle-moi, le monde d'après. On a oublié très vite le monde d'après. Et quand j'ai écrit ce bouquin, alors j'aurais pu
L'intitulé « Ce sera pire après », ça aurait très bien marché. Les Français adorent les mauvaises nouvelles parce qu'ils nous rassurent sur notre propre sort. Mais j'ai préféré dire « Ce sera mieux après » en ajoutant « sauf si on est trop con » parce que je pense sincèrement d'abord qu'on a été très cons, d'oublier plein de nos bonnes résolutions collectivement et personnellement qu'on avait prises. Mais surtout parce qu'effectivement, il y a eu un moment, une partie des gens n'ont pas compris que, en fait, ce qui s'est passé le 15 décembre 2021, enfin, 20 tel que je le vois moi, c'est le véritable début du XXIe siècle, 20 ans après son début officiel. Tu sais, il y a eu le XXe siècle avec la révolution industrielle et puis la guerre de 14 qui a un peu décalé ses effets sur le siècle. Et puis il y a eu la transition économique et écologique et numérique début du XXIe, sauf qu'elle a été formidablement accélérée en fait par ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, toutes nos vies aujourd'hui ont été changées par nos modes d'emploi pendant cette période de 3-4 mois qui a changé nos vies. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en fait, on est, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, la plus privilégiée parce que ça arrive une fois par 100 ans de participer à l'invention d'un nouveau siècle. Et je suis persuadé, en fait, ce sera peut-être la seule conclusion parce qu'on a déjà été trop long, qu'en fait, c'est aux entrepreneurs de rendre l'avenir désirable. Et je suis sûr qu'ils vont, surtout ceux qui sont dans la salle, beaucoup mieux le faire que les générations précédentes. Et c'est vrai que collectivement, nous sommes tous rendus compte qu'on était capable de faire autrement. Donc il n'y a plus qu'à un grand merci. Et puis qu'on était mortels. On l'a oublié. Et ben oui. Et donc du coup, on s'est dit de quoi je n'ai plus envie. Et ben j'ai envie de réinventer le monde, quel que soit l'âge à laquelle, la génération à laquelle on appartient. Ouais, et ils vont le faire. Un grand merci, Philippe, pour cette vision optimiste que nous partageons. Effectivement, au Mourgier, vous verrez tous les jeunes qui vont pitcher toute la journée vont vraiment vous faire croire à ce que l'on vient de dire là, maintenant, tout de suite.